Charles Mur de Cyberlift qui va nous parler de REX, comment passer à l'échelle ces analyses de risque grâce à l'IA et sans exploser surtout ses coûts ISP. Bonjour Charles, c'est à vous, merci. Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, effectivement, l'objectif, c'est de partager un retour d'expérience sur l'intégration de l'IA dans l'ISP, donc l'intégration de la sécurité dans les projets, et plus spécifiquement sur la partie analyse de risque. Alors pourquoi analyse de risque? Globalement, je pense que si je demande ici à main levée, quasiment tout le monde réalise des analyses de risque. On le sait, c'est un sujet qui est coûteux en temps, qui prend du temps, qui peut être long et qui est pourtant réalisé par tout le monde. Et l'objectif de ce REX, c'est de vous repartager les clés si vous souhaitez intégrer l'IA dans vos opérations. On va parler un petit peu de technique, on va vous indiquer ce qui a fonctionné, ce qui a aussi moins bien fonctionné, pour que vous évitiez aussi les mêmes écueils. Avant de commencer, une rapide introduction sur quelques minutes sur qui est le Cyberlift, quelques secondes. Globalement, on est une société de conseil en cybersécurité fondée en 2021. On a une grosse croissance, on est plus de 60 consultants. On a été classé 3e sur les champions de la croissance en 2026 par les Échos. Et plus spécifiquement, depuis 2024, on intègre l'IA dans nos opérations, l'IA générative. Ça peut sembler assez récent en 2024, mais à l'échelle de l'IA générative, c'est déjà quelques années, déjà pas mal d'évolutions sur le sujet. Et donc justement, pour accélérer sur cette partie IA générative, on a mis en place au sein de Cyberlift une initiative qu'on a appelée Cyberperformance. C'est quoi en 3 points? C'est une équipe pluridisciplinaire avec des expertises tech, data, IA et conseil en cybersécurité. Notre objectif, c'est d'accompagner sur la transformation cyber AI. Et pour ça, on a 2 solutions, 2 offres complémentaires. Une plateforme Cyberperformance qui nous permet notamment, donc on vend en solution SaaS, qui nous permettent d'accélérer et d'automatiser la partie ISP. Et également du conseil plus spécifique si vous souhaitez faire des agents sur mesure. Et donc justement, avec ces initiatives et cette plateforme Cyberperformance, ce n'est plus une solution en pilote, c'est vraiment quelque chose qui est en production, qui a apporté un retour sur investissement sur pas mal de clients. On a plusieurs cas d'usage spécifiques, que ce soit pour augmenter tout simplement votre périmètre de couverture, donc ouvrir plus d'applications plus rapidement, que ce soit une logique d'optimisation des coûts à l'échelle d'un groupe, donc vous souhaitez passer à l'échelle la partie ISP dans un groupe, ou tout simplement initier une démarche ISP avec un budget maîtrisé dans une organisation. Et donc on a pu faire par exemple avec Forfaitaire 3 jours hommes sur une partie d'ISP, donc d'avis sécurité, et sur lequel voilà, on a une vraie maîtrise des coûts et on a injecté l'outil pour vraiment être compétitif et gagner du temps. Et donc du coup, c'est l'histoire d'aujourd'hui. Comment on est passé de cette solution qui était en POC à une vraie solution en production, donc une solution d'IA en production qui apporte de la valeur aux opérationnels. Et donc premier sujet, premier point à retenir pour une solution d'IA qui apporte de la valeur. Le premier point, c'est partir. Toute bonne solution naît d'un vrai besoin terrain. Pour nous, ça a été l'optimisation des centres de services. Donc la partie vraiment consultant. Globalement, hier, les années précédentes, quand vous souhaitez lancer votre démarche ISP, vous avez souvent des centres de services dédiés à ces activités avec des consultants qui augmentaient beaucoup en nombre de personnes. 2024, une pression croissante sur les ciseaux pour faire plus avec moins, des baisses de budget ISP, des plus-values qui sont remises en question, des propositions soit de réduction de voilure, donc on augmente notre risque, ou offshoring, nearshoring. Et derrière, donc du coup, nous, alors on n'est pas les seuls à avoir identifié une opportunité pour intégrer l'IA dans les opérations, augmenter les analystes et vraiment du coup obtenir une optimisation sur la partie ISP. Et donc première solution qu'on a mis en place pour répondre à ce sujet, ça a été dès 2024, c'est une solution qui était basée sur Power Automate. Très simple sur cette solution, l'idée c'est que vous avez un form qui vous permet de détailler votre application, votre projet. Derrière, on l'injecte sur une partie de chaîne de prompt. Donc ici, première optimisation AI qu'on avait mis en place. L'idée, c'est que si vous donnez à un agent IA, fais-moi une analyse de risque directement, il va être un peu perdu. Tandis que si vous lui dites, d'abord, essaye d'identifier les événements doutés, ensuite, essaye d'identifier les scénarios de risque, progressivement, vous aurez un résultat plus pertinent. Donc, comme ça, on fait des chaînes de prompt.
Et à l'époque, on avait utilisé un modèle qui était un peu vieux maintenant, c'était le GPT 3.5. Je ne recommande plus de l'utiliser, il n'est plus forcément à jour. On avait déjà des premiers résultats. Et à la fin, ce Power Automate, il nous sortait un rapport d'analyse de risque, donc un premier rapport. Au niveau des résultats, on avait donc des scénarios de risque avec cette solution qui était plutôt cohérent et des événements redoutés qui étaient aussi cohérents. Et on avait un livrable à la fin qui ressemblait à un livrable d'analyse de risque. Néanmoins, on avait plusieurs limitations. Avec ce système et ce modèle, on avait une volumétrie limitée. Donc, par exemple, si vous souhaitez générer plus de 10 scénarios de risque, ça ne fonctionnait plus. On avait des pertes d'informations, une qualité qui n'était pas toujours au rendez-vous, besoin de repasser sur les livrables. Et surtout, c'est une boîte noire. Dans le sens où vous mettez un formulaire, vous avez un rapport qui est généré à la fin, mais vous n'avez pas vraiment d'explication sur pourquoi ces scénarios. Et surtout, si le système a proposé, par exemple, quand vous déroulez une analyse de risque, il a proposé un événement redouté qui n'était pas forcément cohérent, derrière, il va imaginer des scénarios de risque sur un événement redouté qui n'était pas forcément cohérent. Et donc, petit à petit, vous allez avoir une analyse de risque qui a plus de cohérence à la fin, qui est plus forcément pertinente. Et donc, du coup, ça, c'est problématique. Ça veut dire que des fois, on est obligé de totalement tout relancer pour juste avoir un résultat qui est intéressant. Donc, du coup, on n'était pas convaincu par cette première solution en POC. Et donc, on a retravaillé sur une deuxième solution. Et dans cette solution, on a introduit un nouveau concept, enfin plutôt un concept qui existe, mais on l'a appliqué dans notre démarche. C'est la partie Human in the Loop. C'est quoi Human in the Loop? L'idée, c'est que l'IA va générer une première version, ensuite l'expert évalue, il peut faire un feedback et l'IA va régénérer ou ajuster ces éléments. Et derrière, vous avez un résultat qui est normalement beaucoup plus fiable avec cette étape de validation intermédiaire. Et donc, comment cela se traduit dans la deuxième version qu'on a mis en place pour industrialiser cette partie ISP? Donc, première étape, dans cette nouvelle version, on a augmenté l'apport de contexte. Donc, vous pouvez ajouter des images, des schémas d'architecture, des documents, des fiches de cadrage. Vous pouvez tout déposer sur l'outil, donner une partie d'agent IA. Derrière, il va faire l'analyse sur ces documents et extraire progressivement les informations à chaque étape de l'analyse de risque. Donc, typiquement, première étape, il va extraire des événements redoutés par rapport à ce projet. Et là-dessus, ce qui va être intéressant, c'est que sur ces événements redoutés, vous avez une revue de l'analyste. Donc, si un événement redouté ne vous plaît pas, vous pouvez le sortir de votre périmètre. Ou même si l'ensemble ne vous plaît pas, vous pouvez demander une nouvelle génération. Et donc, derrière, une fois qu'on a validé les événements redoutés, ensuite, on passe au scénario de risque. Et ensuite, on passe aux mesures d'atténuation. Et donc, comme ça, progressivement, on maîtrise en fait la cohérence et la pertinence à chaque étape. Et donc derrière, on a une partie de génération de rapports. Là, ça ne change pas. Et toujours une capacité derrière à aller exploiter le rapport dans d'autres outils, les données structurées dans d'autres outils. Du coup, quand on a déployé cette solution en pilote, donc là, on a eu des retours assez intéressants. Déjà, une adoption assez forte de l'outil. Donc sur un grand groupe, par exemple, on avait eu 44 analyses de risque produites avec l'outil en 2 mois. C'est assez dense, ça fait une volumétrie qui est supérieure à 300 sur annuel. Donc vraiment une adoption assez forte. Et là-dessus, on a eu des analyses de risque qui étaient par rapport au POC, beaucoup plus homogènes, objectives, elles étaient contextualisées, plus complètes. Et un vrai gain avec cette réorientation possible au milieu. Donc vraiment, on maîtrise, on a cette validation intermédiaire, ça amène un vrai plus dans la qualité du livrable final produit. Ce qui nous a permis aussi d'augmenter la confiance dans l'outil. L'idée, c'est qu'avec toutes ces validations intermédiaires, on a plus confiance dans le résultat qui est produit à la fin parce qu'on a validé chaque étape de manière plus fine. Et ça a augmenté, du coup, cette confiance augmente aussi l'adoption dans l'usage de l'outil. Néanmoins, on avait plusieurs limitations. Premier point, oui, on peut réorienter les modifications, mais je vous prends un exemple. Si vous demandez au système, propose-moi des risques additionnels sur l'événement E2 par rapport à la compromission supply chain. Ça, il est impossible de le prendre en considération. Actuellement, il ne savait pas, il peut juste régénérer tout l'ensemble des événements notés ou tous les scénarios de risque. Et il n'avait pas cette finesse. On avait aussi des fois des manques de précision sur certains points qui étaient plus déterministiques, comme l'évaluation des risques résiduels ou des pertes de contexte sur pertes de qualité sur des contextes plus larges. Par exemple, on a des personnes en pilote qui ont ajouté des trentaines de documents ou 1200 pages de contexte projet.
bah là, notre système, nous, il n'était pas capable de prendre en considération ces éléments. Donc on a retravaillé sur une troisième version, troisième copie. Donc bien sûr, on a ajouté une stack data beaucoup plus efficace pour gérer des contextes plus larges, donc avec la partie RAG, pour ceux qui connaissent ces sujets IA. Mais moi, je voudrais revenir sur un point en particulier, c'est la partie multi-agent. Globalement, l'idée, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais fin 2025, il y a eu pas mal de publications par exemple OpenAI, sur aussi Google, Codebender ou Anthropic, sur des agents pour détecter des vulnérabilités, patcher des vulnérabilités. Et sur ces solutions, vraiment qui ont bousculé en fait le statu quo, il n'y a pas eu de gros changements de modèle. Ce qui a vraiment changé, c'est de coordonner plusieurs agents ensemble qui à chaque fois avaient des outils. Typiquement, là, on avait un agent spécifique sur la modélisation de menaces, on avait un autre agent spécifique sur la validation, des outils pour aller tester le code en production. Et c'est ça qui a vraiment permis d'augmenter la fiabilité du système et les précisions du système. Et donc du coup, sur la dernière copie qu'on a revue, on a justement intégré cette logique multi-agent pour produire des analyses de risque. Et l'idée ici, c'est si je reprends mon exemple, propose-moi des scénarios de risque additionnels pour l'événement E2. Et bien en fait, ça va faire appel à un agent spécifique qui est dédié à la génération des scénarios de risque, sur lequel il va utiliser un outil pour aller chercher le contexte de l'organisation, ensuite récupérer avec un autre outil l'événement E2, et ensuite, du coup, à nouveau récupérer les scénarios de risque déjà générés, et avec toutes ces informations, pouvoir être beaucoup plus fin et venir juste ajouter des scénarios de risque pour l'événement E2 dans sa base. Donc vraiment, voilà, ça fait une collaboration du coup beaucoup plus efficace avec l'humain, des réponses qui sont plus précises et enfin une fiabilité améliorée dans le résultat. Et bien sûr, on a toujours la petite partie RAG qui a été introduite sur le contexte, qui est pour le coup indispensable si vous souhaitez traiter des larges volumes de documents. Alors j'ai une petite démo prévue, mais ça va être un peu juste. Du coup, ce que je vous recommande, c'est passer à notre stand après si vous souhaitez avoir une démo sur l'outillage. Ça va être un peu short ici. Dernier point que je souhaitais mettre en avant, c'est que justement, ce qui est intéressant, c'est que cette logique multi-agent, et ben en fait, ça nous permet aussi d'explorer petit à petit d'autres use cases. L'idée, c'est que ces briques, ces agents, elles peuvent être tout à fait réexploités dans d'autres use cases qui sont autour de la partie ISP. Des préqualifications, des avis de sécurité, de la partie Sec by Design, de la gestion des tiers. Tout ça, en fait, gestion des tiers, vous allez réutiliser la brique que vous avez construite pour l'analyse de risque. Parce que vous pouvez faire une analyse de risque sur une gestion de tiers. Et vous n'avez pas besoin de redévelopper des agents spécifiques, vous allez juste pouvoir reprendre des briques d'agents déjà existantes pour construire une nouvelle solution qui vous convient. Donc en conclusion, c'est un REX, donc l'idée aussi c'est que vous repartiez avec des éléments utiles pour vous si vous souhaitez mettre en place des solutions IA dans vos organisations. Et premier point que je vous recommande, vous l'avez vu, nous, on a beaucoup testé, beaucoup itéré. Et c'est le premier point, c'est vraiment ce qui va vous faire la différence, c'est à quel point vous êtes capable d'itérer vite sur vos solutions d'IA sur ce sujet. Donc testez rapidement, faites des POC, faites pas forcément une roadmap à 6 mois tout de suite. L'idée, c'est vraiment de mettre en place cette boucle d'itération. On est sur un sujet entre l'ingénierie et la recherche, donc c'est nécessaire. Le deuxième point, c'est qu'à chaque fois, sur toutes ces solutions d'IA, les qualités vont dépendre de la qualité du contexte, enfin la qualité des réponses. Le troisième point, c'est que si vous avez des sujets déterministiques, mettez des outils, donc des outils par exemple pour calculer le risque résiduel. Et le dernier point, souvent on voit des interfaces chat, des fois il faut réfléchir, il y a peut-être d'autres interfaces qui sont plus faciles pour produire une analyse de risque. Nous par exemple, on a beaucoup travaillé en mode tableau ou avec des objets structurés pour produire nos analyses de risque, c'était beaucoup plus facile. Je vous remercie, je propose s'il y a quelques questions d'en prendre deux. Donc juste pour rappel, on est stand E13. Hein, si jamais vous souhaitez échanger plus en profondeur sur le sujet ou avoir des démonstrations, n'hésitez pas à passer nous voir. Ah, attendez, il y a une question. Bougez pas. Bonjour monsieur. Bonjour, merci.
Auriez-vous fait une analyse des risques sur l'utilisation de l'IA pour les données clients, pour les informations? Est-ce que vous avez identifié les hallucinations, l'intégrité, la fuite de On a données fait, oui. confidentielles? Comment vous avez traité ces risques sur votre solution? On a fait, oui, une analyse de risque sur notre solution. On a traité les parties d'hallucination avec des limitations d'un point de vue. Il y a des parties sur les parties guardrails qu'on peut mettre en place et également sur les réglages du modèle initial qu'on peut mettre dessous, qui sont spécifiques avec des températures, ainsi de suite. Donc il y a pas mal de sujets. Et également, nous, la priorité sur l'outil, c'était aussi de clairement segmenter tous les clients, tous les projets. Donc on a mis beaucoup de travaux qui ne sont pas forcément sur la partie pure IA, mais juste sur les parties RAG, de s'assurer qu'il n'y a aucun contexte qui puisse fuiter entre les éléments. C'est ça aussi les risques sur les solutions IA, c'est la fuite de contexte. Et donc là, on a mis pas mal de garde-fous, mais qui sont plus logiciels et pas forcément sur la partie pure IA. Mais oui, on a fait une analyse de risque sur notre outil un peu Inception. Merci. D'autres questions? Ah, ici, pardon. Alors bonjour, c'était super intéressant. Je me pose une question sur la première partie, quand vous étiez en POC et que vous avez fait cette première approche d'analyse de risque par IA avec la chaîne de prompt. Je voulais savoir si c'est vous qui l'avez mise en place. Quand vous parlez d'analyse de risque, est-ce que vous parlez de la méthode EBIOS? Et comment vous avez concrétisé tout ça? Parce que ça m'intéresse de pouvoir commencer au moins à faire un premier POC pour voir ce qu'on peut faire. Oui, alors, c'est une version EBIOS Flash. Donc on n'a pas fait l'EBIOS complet, mais c'est une version EBIOS Flash. Et l'idée, justement, sur cette chaîne de prompt, c'est de prendre une méthodologie et de la décomposer en sous-problèmes. Vous prenez la méthodologie, vous décomposez les problèmes, et sur chaque problème, vous mettez un prompt spécifique. Vous avez un résultat qui est pertinent, mais je vous préviens, après, vous aurez des limitations pour passer à l'échelle, des fois des pertes de cohérence entre les éléments. Mais ça fonctionne pour un POC. Bien, merci. Si vous souhaitez poursuivre, pour retrouver le stand de Cyberlift